cette base-là, en fait, cette base culturelle. Voilà, vous la retrouvez, en fait. Merci. Ok. Bon, par rapport à nos amis de la franc-maçonnerie, là, bon, je pense qu'on a dévié un peu pour entrer un peu dans les aspects Oui, comme on a parlé aussi de de franc-maçonnerie en Afrique, l'Afrique. donc du coup, ça nous a permis de parler aussi un petit peu d'Afrique. Mais bon, Oui, c'est bien aussi. Ça permet à tout un chacun de. Yal, ok. Yal, le ngoy, le ngoy chez vous, c'est quoi? Le Ngoï, Oui. je ne sais pas ce que ça représente même en français là-bas. C'est une ethnie, c'est quoi? Non, au Gabon, le ngoy, c'est quoi? Je connais pas en fait. C'est un culte. Qu'est-ce que c'est d'abord? Non, le ngoy, c'est la notion de chefferie. Non, la chefferie. Oui. Oh. On appelle chez nous c'est le banja. Oui, bon, ça, c'est les langues ethniques, en fait. Ok. Mais le banja, c'est de quelle ethnie? Si tu veux, c'est un mot qui ressort dans toutes les ethnies, hein. C'est une appellation qui signifie la chefferie. Ok, mais comment vous appelez le roi? Oh, ça dépend, hein. Ça dépend des peuples. Chez les Francs, on va peut-être dire Ngong. Ça dépend des peuples, hein. Ça dépend des ethnies. Il n'y a pas une Ngong. appellation Non, ça veut dire que vous êtes toujours sur ces bases-là, en fait, de ngoy. Mhm. Ok, donc c'est toujours les mêmes bases. Donc vous voyez, en fait, vous allez voir que dans tout le bloc, en fait, Bantou, vous allez toujours retrouver, en fait, cet aspect-là. C'est pour ça que je vous ai dit, en réalité, la culture Bantou tourne, en fait, autour, justement, en fait, du félin chasseur. Et ce félin chasseur, en fait, il y en a trois types. Il faut bien faire attention, il y en a trois types. Vous avez le lion, vous avez le léopard et vous avez le tigre, c'est autre chose. Le tigre, c'est encore autre chose. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le tigre pour que ce soit pas trop compliqué. Et vous avez en fait la panthère. Donc quand on parle du Gabon, c'est l'aspect de la panthère. Quand on parle des Congolais, c'est l'aspect en fait du léopard. Quand on parle en fait de l'Adamawa, c'est l'aspect du lion. Donc il faut vraiment conceptualiser en fait ces aspects-là. Et tout ça là, ça vous fait en fait la base justement en fait Bantou. Les trois là vous montrent la base Bantou. Donc si vous voulez connaître véritablement l'histoire des Bantous, c'est pas individuellement, c'est les trois. C'est les trois là qui vous montrent en fait la base Bantou. Pourquoi? Parce que c'est toute cette base là qui représente en fait la grande Éthiopie. C'est-à-dire le grand territoire de ceux qui sont brûlés. C'est de ça en fait dont il est question. Donc voilà un peu. Merci. Oh, la Centrafrique et c'est quoi la Gambie, hein? La Centrafrique n'existe pas. Le Cameroun n'existe pas. Ok, Ce qui existe, ce qui existe en fait, c'est la Damawa. ok, En fait, le Cameroun, vous le divisez en deux. La partie ouest du Cameroun, enfin la partie est du Cameroun et Centrafrique, c'est le même pays. ok. Et la Donc, partie est du Cameroun, enfin la partie ouest du Cameroun, c'est une patrie en fait à part, qui est liée justement en fait avec le côté de la mer. C'est pour ça que les autres, ce sont des peuples du fleuve, ah, alors que de ok, l'autre côté, ce sont les peuples de la mer. ok. Ah, je C'est pas les comprends. Ça, mêmes peuples. C'est pour ça que le le peuple la Cameroun, Guinée. normalement, est toujours Ok. divisé. Et le Cameroun sera toujours divisé parce que ce pas les mêmes peuples. Ah, je comprenais pas cette séparation. Les Camerounais, justement, parlaient des gens des fleuves en les appelant les gens des lagunes et tout, mais je comprenais pas Oui. pourquoi cette En, distinction. en fait, Donc, tu as les gens du fleuve, tu as les gens de la forêt. Ce côté gens de la forêt, tu retrouves les racines avec les Bantous. Tu as le côté les gens du fleuve. Et puis, tu as en fait de l'autre côté, en fait, ceux qui sont en fait de l'océan. Ceux de l'océan, c'est tout le côté Cameroun, en fait, de l'ouest. Mais en réalité, le Cameroun n'a jamais été en fait vraiment un. Il y a toujours eu en fait une division entre le Cameroun
de l'Est et le Cameroun de l'Ouest. Parce que le Cameroun de l'Est n'appartient pas au Cameroun. C'est l'ensemble de l'Adamawa. Mais à côté de la Centrafrique, là, il y a un pays dont j'oublie le nom. Luanda, c'est dans quel pays? Non, à côté, tu as en fait le Tchad au nord, tu as le Soudan en fait à l'est, tu as le Congo, Congo-Zaïre, tu as le Gabon, et Il y après a un tu as le petit pays Congo, là Brazza. qui a été Rwanda, maintenu c'est en en guerre Angola. depuis 10 ans. Non, là c'est de l'autre côté en fait, c'est de l'autre côté. Ouais, Il c'est y a Angola. Luanda, c'est en Angola. Mhm. Ok, oui, c'est de l'autre côté, effectivement. Oui, c'est de l'autre côté. C'est tout le bloc en fait, justement, qui est resté en fait de l'autre côté, qui avait été mélangé. Bon, c'est un peu tout ce conflit-là que tu vous connaissez aujourd'hui, hein, entre ce qui est en train de se passer avec le conflit qui est en train de se passer là-bas au Congo, là. C'est tous ces Mais aspects-là. Parce que c'était pas non plus en fait les mêmes peuples. justement, est-ce que l'Angola faisait partie justement de la grande Éthiopie, là? De la petite Éthiopie, pardon. Bon, c'est des choses en fait, faut que je De la revérifie Damawa. pour pas te dire en fait de bêtises. Non, non, la Mhm. Grande Éthiopie, c'est pas la Damawa, hein. La Grande Éthiopie, vous prenez tout l'Afrique centrale. Vous prenez tout l'Afrique centrale, donc vous avez l'Éthiopie supérieure et vous avez l'Éthiopie inférieure. Donc il y Ok. avait deux Éthiopies. Tout le Donc, subsaharien, en fait, c'est donc, dans la d'Éthiopie. grande Éthiopie, il y avait la Damawa. Oui. En fait, Ok. la Damawa ressort des subdivisions de la Grande Éthiopie. Et vous avez les autres, en fait, qui vont ressortir aussi, en fait, le Rwanda, tout ça, tous les autres pays vont ressortir de cette subdivision-là. Mais à la base, c'est la Grande Éthiopie, c'est-à-dire c'est le grand royaume de Kush. À la base, c'est le royaume de Kush. C'est-à-dire le Et ceux royaume qui sont en, des brûlés. ceux Oui. ceux qui sont en Éthiopie aujourd'hui, là, à qui on attribue le fait de n'avoir jamais connu de colonisation, eux là, c'est qui? Ce sont Parce des que si la Aksumites. grande Éthiopie, ah ben voilà, Ce ne sont pas des ah Éthiopiens. ben voilà, Ce sont ce des ne sont pas Aksumites. des Éthiopiens, ah Enfin, ben voilà. quand on dit ce ne sont pas des Éthiopiens, c'est une partie de Kushites, c'est une partie de Kushites qui, eux, étaient restés. Et du coup, ils ont été considérés comme étant en fait des Aksumites. Et eux, ils n'avaient pas trop de relations avec les autres en fait du centre. Ils avaient plus de relations avec les Sabéens. Les Sabéens qui sont ceux que vous appelez aujourd'hui les Yéménites. Mhm. Donc, vous comprenez que tout ça, ce sont des Kushites, hein. Mais maintenant, les Kushites, je vous ai dit qu'il y a une partie des Kushites qui vont rester dans ces zones-là, et puis d'autres qui vont voyager, venir peupler, c'est-à-dire envahir, hein, venir envahir l'Afrique centrale. Et aussi, en fait, une partie de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, ils vont redescendre pour se déployer encore dans l'ensemble de l'Afrique centrale, en chassant les pygmées dans les forêts, les Khoïsans plus vers le sud, etc., etc. Bon, eux là, c'est cette partie de Kushite qui sont restés là-bas, qui après ont porté l'identité en fait des Aksumites. Mais eux, le terme Éthiopie ne, c'était pas réellement eux, si vous voulez. Le terme Éthiopie, c'était l'Afrique subsaharienne. Mais par contre, si jamais le terme Éthiopie n'est qu'une translittération par la suite du terme en fait Kushite, eh bien eux-mêmes c'était aussi des Kushites. Mais le problème avec eux c'est quoi? C'est que ils vont subir énormément en fait de syncrétisme et de mélange et de métissage. Premièrement, à travers la fuite des gens du Levant, c'est-à-dire les territoires en fait palestiniens et tout ça, quand les gens fuyaient et que les gens descendaient, les gens arrivaient de leur côté. Et vous avez le côté yéménite, c'est-à-dire ce qui était l'ancien royaume de Saba. Quand les gens descendaient ou quand il y avait des invasions, eh bien, ça venait justement de ce côté est-là et ils venaient justement en fait là. Donc c'est pour ça que le Yémen et l'Éthiopie actuelle,
Éthiopie actuelle qui normalement s'appelle Aksum. Le Yémen et ce royaume-là en fait d'Aksum, et ben en fait ils sont un syncrétisme avec justement les gens du Levant. Là où vous allez retrouver en fait les Arabes et les Sémites qui arrivent, etc. Et ils vont être mélangés en fait avec eux. C'est pour ça que vous ne les verrez jamais en fait de machin comme véritablement en fait les autres, parce que eux ils ont subi en fait, eux ce sont des résultats de métissage en fait si vous voulez, des métissages non seulement avec des Perses, mais aussi en fait avec les Arabes et aussi en fait avec les Sémites. Donc voilà un peu. Voilà C'est pour pourquoi ça que vous les trouvez un peu se différents. ils se considèrent même pas eux comme des Africains. Hein. Mais parce qu'ils ont subi beaucoup de transformations dans toutes ces années. Parce qu'ils ont eu en fait les Perses qui sont arrivés, il y a eu en fait les gens de l'Arabie qui sont arrivés, sachant qu'à la base, à l'Arabie, c'était aussi des Sabéens, c'est-à-dire les Sabéens, c'est-à-dire c'est eux, c'est une partie d'entre eux qui étaient là-bas en fait en Arabie. Donc quand il va y avoir en fait les invasions de ces peuples-là en fait du désert, eh ben ils vont les repousser en fait et ils vont à chaque fois descendre. C'est comme ça en fait que les migrations se sont effectuées. Donc c'est un mélange en fait si vous voulez. Mais l'identité même de Couche, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, ce sont les Couchites. Et ce sont les Couchites qui ont été appelés les Bantous. Parce que justement, leur divinité principale, c'était la divinité Muntu. Muntu qui est la base même en fait de la divinité en fait solaire, si vous voulez. C'est eux qui ont justement cette base-là de divinité solaire. Okay. C'est eux, c'est pas les Égyptiens. Ah, et ce sont oui. leurs prêtres qui sont allés initier Akhenaton là-bas. Les Égyptiens, eux, c'est plus la base en fait de tout ce qui concerne les traditions en fait par rapport aux sources d'en bas. C'est-à-dire le culte osirien. Je vois. Et après, les Égyptiens vont avoir l'aspect solaire, etc. par rapport à Héliopolis et tout ça. Mais parce qu'il faut comprendre qu'à la base, là-bas, en fait, il y a la divinité Muntu qui va aussi, en fait, prendre de l'ampleur. Mais après, ils vont discrètement effacer l'identité Muntu pour mettre en place, en fait, l'identité de Ra. Mais à la base, c'est Muntu. Parce que la divinité solaire, c'est Muntu. Et c'est pour ça que ceux qui sont plus frappés par le soleil, c'est-à-dire ceux qui reçoivent plus en eux l'énergie solaire, ce sont les Bantu. Et donc, à partir de là, ils vont fabriquer complètement l'égyptologie. L'égyptologie. Hein? Oui, l'égyptologie. Ils vont commencer à fabriquer complètement. L'égyptologie est un façonnage en fait maçonnique. L'égyptologie, c'est une science maçonnique. Parce que les maçons avaient besoin justement de légitimer le fait que eux, ils veulent avoir cet aspect en fait solaire. Il leur fallait cet aspect solaire à cause du sol Invictus, qui est adoré le dimanche dans les églises chrétiennes romanisées. Avant de dire que c'est une invention maçonnique, peut-on dire que c'est une invention, enfin, les bases ont été créées par les nommages des noms grecs? Parce que en alphabet Congo, le R n'existait pas encore à cette époque-là. Tout Osiré, Horus et tout ça. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis les langues en fait qui sont utilisées n'ont rien à voir en fait avec les langues subsahariennes. Tout à fait. Or, nous savons très bien que la Haute-Égypte était justement un fief en fait nubien, un fief subsaharien. Et il y avait toujours ce mélange-là entre les deux. C'est-à-dire la Haute-Égypte, on retrouvait en fait justement les deux, les Misraimites d'un côté et puis les subsahariens en fait de l'autre.
Et dans les noms, vous retrouvez en fait ces aspects-là. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que l'égyptologie, ça a été façonné. C'est-à-dire, quand je dis façonné, c'est qu'il y avait des bases des hiéroglyphes. Mais le problème, c'est la translittération des hiéroglyphes. La translittération des hiéroglyphes ont été en fait façonnés par la maçonnerie pour pouvoir justement établir la base de leur force, vu que les Français se combattaient avec les Anglais. Et les Anglais avaient le monopole justement par rapport au rite ancien écossais. Et le problème, c'est quoi? C'est que pour que les Français puissent justement en fait établir une base maçonnique pour eux, il leur fallait eux aussi en fait des rites anciens. Or, ils n'avaient pas de rite ancien, vu que c'était le rite ancien écossais. Donc, vous comprenez bien que dès qu'ils vont mettre en place ces expéditions d'égyptologie, ils vont mettre en place cette science égyptologique. Ensuite, vous allez avoir les rites anciens de Memphis et les rites anciens de Mitzraïm. Et là, les Français, ils ont leur base de rites anciens. En parlant de rites, moi, sur les textes sacrés égyptiens, j'ai vu reconstituer, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans différentes phases des rituels initiatiques, notamment au Gabon, j'ai reconstitué, j'ai vu en fait les rites qui étaient effectivement opérés à l'époque de l'Égypte pharaonique. Oui, ça peut être possible parce que maintenant, c'est vrai que l'Égypte, en fait, était quand même c'est assez spécifique. Parce que non seulement il y avait la haute et la basse Égypte, mais en plus de ça, il y avait en fait les dynasties zéro. Ensuite, il va y avoir les dynasties en fait des Shemshou. Et par la suite, vous allez avoir en fait les autres dynasties en fait qui vont poursuivre jusqu'à ce que les Nubiens eux aussi vont pouvoir en fait s'installer en fait en termes de dynastie. Donc l'Égypte c'est extrêmement complexe et notamment quand on parle d'Égypte, est-ce qu'on parle uniquement de la hausse, uniquement de la basse pour savoir véritablement en fait ce qui est. Mais ce qui est sûr c'est que on retrouve des rituels. On les retrouve par exemple quand vous prenez en fait le vaudou, vous retrouvez les aspects en fait du veau d'or. Quand vous retrouvez en fait dans le fa, bon ça pour le fa j'aime pas trop le dire, mais quand vous retrouvez par exemple en fait l'aspect en fait solaire, vous retrouvez l'aspect Muntu. Et par exemple quand vous allez maintenant au Gabon par exemple dans le Buti, et bien dans le Buti vous allez retrouver en fait des aspects de certaines choses qui étaient aussi pratiquées vers justement le nord carrément. C'est-à-dire au niveau de l'océan. Au niveau de l'océan, vous aviez en fait cet aspect en fait de la sirène de la mer. Cet aspect de sirène de mer que vous retrouvez ensuite dans le Buti. Et après, vous avez aussi le culte de l'eau que vous retrouvez aussi, que ce soit dans le subsaharien ou vous le retrouvez aussi en fait dans l'Égypte. Donc il y a en fait beaucoup de spiritualité en fait qui se retrouvent. Mais maintenant dans le cycle migratoire, eh ben, il y a une installation qui a bel et bien en fait été établie. Mais quand on parle de spiritualité, eh ben, il y a toujours cet aspect de Muntu qui est primordial qu'on ne peut pas totalement exclure. Et c'est là où moi j'ai un petit souci avec par exemple les égyptologues en fait africains, c'est que ils préfèrent prendre totalement l'interprétation. Parce que quand on va faire les lives sur les hiéroglyphes, vous allez comprendre. Parce que les hiéroglyphes, c'est l'interprétation selon la pensée occidentale. Donc, comment des Africains peuvent prendre une interprétation selon la pensée occidentale et ensuite se l'approprier? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais les autres ont eu tort, et bien vous aussi, vous vous appropriez en fait ce tort-là. C'est-à-dire si les autres ont mal traduit, vous vous appropriez aussi en fait ces mauvaises traductions. Et c'est là où l'égyptologie a été en fait un petit peu une marmaille parce qu'elle a été au service en fait des Occidentaux.
Et même jusqu'aujourd'hui, si les Africains veulent en fait réellement refaire de l'archéologie basée sur l'Égypte ancienne, eh bien, il leur faut aller principalement se concentrer d'abord sur ce qu'il y a au Soudan. Parce que les Occidentaux se sont basés sur ce qu'il y avait en Haute-Égypte, enfin sur ce qu'il y avait dans la Basse-Égypte. Or, la Basse-Égypte était déjà dans ce syncrétisme-là avec les peuples de la mer et les peuples du Levant. C'est-à-dire, ils se sont basés sur des choses qui étaient déjà syncrétisées en fait directement avec eux. Et ils ont tout traduit sur cette base-là. Or, les Africains, c'est-à-dire les Couchites, si jamais ils voulaient réellement en fait avoir les bases des traductions, il leur fallait se concentrer sur la Haute-Égypte et notamment avec les liens au Soudan et avec les écritures en fait méroïtiques du Soudan. Parce que les pharaons descendaient en fait. Quand les pharaons avaient des soucis, ils descendaient se réfugier en fait en Nubie. Et c'est là-bas qu'on va retrouver les véritables traductions sur des bases africaines. Ce n'est pas dans le nord de l'Égypte qui est basé sur des syncrétismes grecs. Donc, en réalité, vous voyez bien que la base est déjà faussée. C'est tout simplement ce que j'explique. C'est que si vraiment les Couchites, les Éthiopiens, c'est-à-dire la grande Éthiopie, les subsahariens, si vraiment ils voulaient connaître véritablement cette histoire, eh bien, il faut se concentrer sur le Soudan. Et c'est pour ça que les Occidentaux font tout, parce qu'il n'y a que principalement des Occidentaux qui font des fouilles en fait au Soudan. Ils font tout pour empêcher justement en fait les subsahariens d'aller au Soudan, parce que le secret c'est au Soudan, le secret c'est pas en Égypte. Et c'est ça ce que les Africains ne comprennent pas. Ils se concentrent sur l'égyptologie. Non, ils doivent plutôt se concentrer sur la nubiologie dans ce cas, ou la couchitologie, pour découvrir les secrets du subsaharien. C'est ça normalement qu'il aurait fallu faire. Mais ils ont tous suivi en fait un courant, c'est-à-dire ils ont suivi là où l'occidental a voulu les emmener. Et lui les a emmenés là-bas pourquoi? Pour la tradition primordiale, afin d'unifier en fait l'Afrique tout entière avec justement la tradition primordiale osirienne. C'est de ça dont il est question. Réveil, si tu permets, par rapport à ce syncrétisme-là, faudrait pas que les gens aussi oublient que justement cette tradition primordiale osirienne-là, ou même le culte d'Aton, il y a des prêtres qui sont partis de la Damawa, il y a des prêtres qui sont partis de pays des Ougarites, et qui sont venus avec leur culture et leur connaissance, leur culte à eux. Donc, le fait de retrouver des rites d'Afrique centrale dans l'égyptologie, bien des rites d'Afrique de l'Ouest, il ne faut pas oublier que ce sont ces prêtres-là qui ont contribué à, mettre en place le culte d'Aton. Donc, c'est normal qu'ils aient apporté leur culture là-bas. Parce que les gens sont toujours en train de penser dans le sens inverse, que ça descend d'Égypte vers les pays. Non. À la base, à la construction des pays subsahariens. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que après, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a les systèmes de datation, il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu erronées dans le sens où ça dépend en fait, parce que vous savez, le temps dépend de la dimension où vous êtes. Donc, selon la dimension dans laquelle vous êtes, le temps n'est pas comptabilisé en fait de la même manière. Il y a des dimensions où le temps découle plus vite, d'autres dimensions où le temps découle en fait plus lentement. Donc, ça veut dire que la notion de temps déjà se réfère en fait aux dimensions. Donc, quand on sort en fait des calculs, eh bien, les calculs dépendent toujours, il faut toujours se poser la question de quelle dimension en fait il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est que les peuples ils se sont tous installés sur le croissant fertile. Quand on parle du croissant fertile, on parle et ça c'est même en fait la science est obligée de le reconnaître. C'est-à-dire le croissant fertile, c'est l'Afrique. Mais quand on parle de l'Afrique,
c'était pas en fait totalement le subsaharien tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire, vous prenez euh, toute la zone en fait de Canaan, vous prenez en fait l'Égypte, vous descendez dans cette zone en fait que vous connaissez aujourd'hui comme étant en fait le Soudan, l'Éthiopie, etc. Et avec aussi de l'autre côté en fait l'Arabie et jusqu'en bas en fait vers le sud. Et donc vous avez aussi le côté en fait mésopotamien. Donc en réalité les populations se sont en fait dispatchées dans ces zones-là principalement. Et c'est après de ces zones que les uns et les autres vont se dispatcher. Donc, tous ceux qui étaient en fait, tout le clan des Couchites, qui était en fait justement vers cette zone en fait, non seulement certains étaient dans toute la zone en fait sabéenne, c'est-à-dire la zone Arabie, d'autres étaient en fait dans la zone de la Haute-Égypte, jusqu'en fait en descendant, vont pouvoir maintenant se déployer. Et c'est dans leur déploiement qu'ils vont aller maintenant faire des migrations, par exemple, vers l'ouest. Et les migrations vers l'ouest, c'est là qu'ils vont arriver en Afrique centrale, et ils vont retrouver en fait une partie de peuples qui eux étaient venus s'installer là, principalement les Pygmées et les Khoïsans. Et ils vont aussi en fait remonter un peu plus, retrouver en fait des Libous qui eux en fait avaient quitté en fait la zone de Libou de l'autre côté, parce que je vous ai dit que vous avez aussi les Tchadiques. Les Tchadiques, eux, ils ont quitté le côté de la mer Méditerranée pour descendre justement dans les zones du Tchad en fait où ils sont. Et en descendant, bien sûr, ils ont fait aussi en sorte que d'autres en fait se sont écartés. Parce que vous savez, quand vous venez, il y a toujours en fait des guerres, etc. Et à l'époque, il y avait les batailles en fait pour s'installer dans les points d'eau et tous ces aspects-là. Donc vous avez une partie des Libous, c'est-à-dire les Libyens, qui se sont mis là-bas. Donc concrètement, l'Afrique de l'Ouest, vous avez un mélange en fait de Libyens et de Bantous. C'est de ça en fait dont il est question. C'est comme ça que les migrations se sont... Et puis après les Bantous, comme ils étaient très migrateurs, donc ils sont descendus. Ils sont descendus après pour chasser en fait, et à chaque fois ils chassaient en fait les autres. Tout comme certains ont été aussi chassés par les Tchadiques qui sont arrivés en fait de la mer Méditerranée. C'est comme ça qu'après vous avez eu les installations. Et après maintenant il y a des relations qui se passent entre les uns et les autres. Et après ça, après c'est autre chose. Donc quand on parle après des civilisations telles que nous les connaissons, et bien ces civilisations-là, un peu, donc c'est cet aspect-là, quoi. C'est comme ça que vous avez les passages. Et quand vous avez ça en fait en tête, c'est clair pour vous. Et après, vous avez des cartes qui vous le démontrent, qui vous montrent bien en fait comment ces royaumes ont fait passer. Et puis, vous devez comprendre que c'était des royaumes, hein. Et c'était des royaumes très puissants, très organisés. L'Afrique n'a jamais été une Afrique de gens qui marchaient avec des machins, etc. Non, 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 c'était des royaumes organisés, puissants. Et les Romains, quand ils faisaient en fait leurs estimations, et qui après ont été ressorties plus tard dans certaines cartes qui ont été réécrites hein, dans des siècles bien plus tard, vous retrouvez en fait ces aspects-là, que pour les Romains, les royaumes en fait d'Afrique centrale étaient des royaumes en fait organisés. Et les Romains, chaque fois qu'ils vous parlaient en fait de royaumes organisés, ils vous les représentaient en fait aussi avec en fait des couronnes et tout ça. Et vous l'écrivez en fait, on vous le précisait en fait en latin que ces royaumes-là étaient organisés. Quand il y avait des zones forestières, on vous le précisait, etc. Et j'ai ces cartes-là en fait. Donc voilà. Oui, J'ai une question. oui. Depuis, j'écoute, mais j'ai comme l'impression que tous les Africains, bon, tous les Couchites sont venus d'ailleurs. Il n'y avait pas des autochtones. Si, les Pygmées et les Khoïsans. Il y avait que. Oui. Ok. Et les Pygmées vont se mélanger avec les Bantous.
Mais les Khoisan, eux, ils vont descendre vers l'Afrique du Sud et ensuite, ils vont s'installer au Botswana. Mhm. Mais l'Afrique de l'Ouest, dans tout ça, j'ai comme Ce sont l'impression les qu'il n'y Libous. a pas eu vraiment d'activité là-bas. Si, ce sont les Libous. Mais les Libous, ce sont des Libyens. Mais les Africains de l'Ouest sont des Libyens. Non, vrai. C'est ce que je vous dis depuis, non? Et que? Mais mélangés en fait avec les Bantous quand les Bantous ont fait leur invasion. C'est pour ça que vous retrouvez au niveau du Nigeria et tout ça là, vous retrouvez en fait les Nigérieux congolais. Quand on fait Mhm. maintenant les choses linguistiques. Parce que les bases linguistiques ont été retrouvées. Mais ça, c'est par rapport aux migrations. Et pour pouvoir comprendre ces migrations-là, vous devez prendre en compte deux aspects. Non seulement l'aspect linguistique, mais aussi l'aspect des haplogroupes. Ok. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas encore commencé les enseignements pour ces aspects-là, en fait. Mais là, vous comprenez bien les migrations. Et vous avez, en Mhm. fait, et c'est pour ça qu'on va considérer que c'était aussi une partie de Bantou, en fait, si tu veux, qui était de l'autre côté. Mais en réalité, c'était principalement, en fait, des Libous. Parce que Les les Libous. Bantous, eux, ils venaient, en fait, de la zone, en fait, des Grands Lacs et de l'autre zone là-bas. Et ils ont fait leur migration. Mhm. Ok, Alors, merci. c'était des Libous. Voilà pourquoi le conflit au Soudan nous concerne au plus haut point et le conflit palestinien, israélo-palestinien. Et oui. Ah, c'est sûr Et, que ça nous et, concerne. et ce Ben oui, sont les, voilà pourquoi ça nous concerne au plus haut point, ces deux conflits-là principalement. et bizarrement, ce sont les égyptologues, enfin des gens voilà, Ils se réclament qui ont égyptologues. récupéré les trucs d'égyptologues, euh, comme les Anta Diop et tout ça là, qui vont venir maintenant identifier justement en fait l'Afrique de l'Ouest avec l'égyptologie, notamment avec l'Égypte, pour dire que les gens de l'Afrique de l'Ouest c'était ceux qui venaient de l'Égypte et qu'ils ont quitté l'Égypte pour aller en fait en Afrique de l'Ouest. Mais vous voyez bien que dans le cycle migratoire, ça n'a pas de sens. Parce que en Haute-Égypte, vous aviez en fait un mélange entre les Misraémites et puis les Couchites. Mhm. Et ceux qui sont descendus en fait du côté du Soudan. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez en fait les Tchadiques, qui eux sont un peuple à part, qui viennent des peuples de la mer. Donc, vous n'allez pas me dire que les Égyptiens qui vont quitter l'Égypte là vont partir en nombre et passer tranquillement au milieu des Tchadiques pour aller s'installer en fait là-bas de l'autre côté, totalement à l'ouest. Ça n'a pas de sens. C'était C'est les, sûr, c'est pas de sens. c'était les Libous qui étaient là et ces Libous là vont justement se dispatcher. Ils vont se tout comme les Couchites deviennent nombreux, les Misraémites deviennent nombreux, les Libous aussi deviennent nombreux. Et tout ça, ce sont des frères. Ils vont se dispatcher et ils vont maintenant en fait habiter toutes ces zones-là. Maintenant, les mélanges vont se faire quand les Bantous vont faire justement leur migration. Et ils vont aller se mélanger là-bas en fait avec les Libous, qui sont en fait du côté de l'ouest. Et c'est pour ça que quand vous reprenez en fait les cartes selon les compréhensions des Romains, les Romains, toute cette zone-là, ils vous l'appellent Libyen, Libye intérieure, Libye supérieure. Eux, ils appellent ça Libye. Et toute la zone d'Afrique subsaharienne, ils appellent ça Éthiopie supérieure et Éthiopie inférieure. Écrit dans les langues latines. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que quand il va y avoir après les vagues
parce qu'au fur et à mesure, quand les Perses vont arriver, les Libyens vont reculer encore, et ceux qui étaient plus de l'autre côté vont redescendre encore. Quand il va y avoir en fait les invasions en fait des Grecs, encore pire. Les invasions des Romains, encore pire. Vous voyez, à chaque fois, ils descendent. Parce que ce soit les Grecs, les Romains, etc., eh bien, ils venaient et puis ils s'installaient, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Sans oublier que vous avez aussi les Carthaginois qui ont commencé aussi, quand on parle des Carthaginois, c'est-à-dire les gens de la cité de Tyr et de Sidon. Ceux que vous connaissez aujourd'hui tels les Libanais. Ça a toujours été des grands beaux-ailleurs eux aussi. Donc eux carrément, ils viennent en fait établir des colonies. Et donc ils ont établi des colonies en fait en Afrique du Nord et aussi en fait en Espagne, le pays des Visigoths, et aussi dans aussi ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant les peuples de la Méditerranée, etc. Ils ont établi des colonies dans tout ça. Et à chaque fois qu'ils ont établi des colonies, il y a eu des combats dont les Libous en fait descendaient encore un peu plus. Donc à chaque fois ils descendent et hop, ils viennent se rejoindre en fait principalement avec les Bantous. Et là vous retrouvez tout ce peuple en fait d'Afrique de l'Ouest. Un mélange de Libou et de Bantou. C'est simple, hein, c'est le cycle migratoire. Mais dans les dispatchages linguistiques, on considère qu'ils sont une partie en fait aussi des aspects de peuples aussi nigéro-congolais, mais de différents types. Mais on ne peut pas les mettre au même truc que les nigéro-congolais qui sont voilà, de l'Afrique centrale. Donc vous avez différents types de nigéro-congolais. Mais en réalité, en fait, ce sont des Libous. Enfin, des Libous mélangés avec des Bantous. C'est pour ça que, frère Réveil, c'est pour ça qu'au Congo, il y a beaucoup des colonies libanaises aussi, hein, qui sont là jusqu'à l'heure actuelle. Ils sont nombreux au Congo, les Libanais. Ils sont des peuples commerçants. Ils sont énormément, ils sont nombreux Voilà. là-bas en tout cas. Voilà. Et les Libanais, ils ont toujours été comme ça. Et ils se sont toujours baladés. Et parce que, en fait, ce sont des peuples qui sont ce sont des colonisateurs. Chaque fois qu'ils s'installent, ils sont comme les Chinois. Ils sont des colonisateurs. Chaque fois qu'ils s'installent, ils ne viennent pas un ou deux. Ah Ils oui, viennent oui, d'abord oui. sous forme de commerce. Et après, vous les voyez se multiplier tels des fourmis sans Ils vous en rendre compte. s'installent. C'est comme ça, en fait. Exactement. Mais ça a toujours été comme ça dans leur façon de faire. Ça a toujours été comme ça. Mais vous avez aussi les Bantous qui sont aussi des peuples qui sont de grands aussi, de peuples de migrateurs. Mais les Bantous, eux, enfin les Couchites, ils ont toujours l'habitude, vu que ils étaient même aussi là-bas en fait au niveau de la Mésopotamie, c'est-à-dire quand vous allez en fait dans les anciens peuples en fait au niveau de l'Indus et tout ça là, et ben c'était aussi vous avez aussi en fait des Couchites en fait qui étaient là-bas, mais mélangés aussi en fait avec les autres, pas que les Couchites, parce que la majorité des Couchites vont s'installer plus vers le bas. Mais ce qui est simple, c'est que tous ceux qui pouvaient plus facilement supporter justement en fait la force en fait solaire se sont installés en fait dans le croissant fertile, parce que tout le croissant fertile, ce sont des zones extrêmement en fait ensoleillées. Donc vous comprenez bien que dans ces zones-là, votre teint devient naturellement soit tout de même en fait basané, quand même assez bronzé, ou alors en fait plutôt en fait cramé, parce qu'il y a cette relation-là que vous avez forcément en fait avec le soleil qui joue aussi sur la peau. Donc il y a des choses qui sont vraiment très très simples à comprendre, hein. Et tout s'explique en fait en réalité dans les migrations. Mais pour comprendre les migrations, il faut le côté linguistique, mais aussi le côté haplogroupe. Souvent les gens prennent le linguistique, mais ils laissent le côté haplogroupe. Et c'est là où parfois il y a des erreurs. Par exemple, les égyptologues africains vont prendre principalement le côté linguistique, notamment tel que les Théophile Obenga, et du coup ils vont lier un peu les choses en fait avec l'Afrique de l'Ouest. Mais il ne faut pas oublier le côté haplogroupe. Et quand vous prenez le côté haplogroupe, ben vous retrouvez en fait les liens avec les Libous. C'est obligé. Eh oui.
Mais ça, après, ça, je vous le dis en termes de sciences matérialistes pour que vous compreniez. Mais non, même spirituellement, après, ça s'explique aussi. Ça s'explique. Parce que les divinités de l'autre côté, ce sont des divinités principalement berbères. Vous allez retrouver les mêmes bases des divinités berbères, parce que quand on parle de berbères, je parle des libous dans cet aspect-là. Les divinités libous, vous allez les retrouver et en Afrique de l'Ouest et en Afrique en fait du Nord. Quand vous grattez, vous allez retrouver en fait des aspects qui sont un petit peu en fait similaires. Mais il faut bien gratter, il faut gratter pour aller bien chercher. Et vous allez pouvoir retrouver en fait ces aspects-là. Ça, c'est le côté spirituel. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de Muntu, il s'agit de la divinité Muntu. Et les Bantous, c'est le pluriel des Muntu. Ça, c'est la divinité solaire. Et la divinité solaire, vous la retrouvez en subsaharien et aussi dans cet aspect-là, en fait, d'Égypte qui va aussi après récupérer aussi cet aspect-là. Et du coup, d'un point de vue purement spirituel, quel était le but recherché en créant en fait ce phénomène kémitisme, cette mouvance de kémites, pardon, étant donné que malgré tout, nous sommes toujours parvenus, malgré tout ça, à retrouver en fait des traces de nos pratiques en fait, étant donné que, notamment dans le Bwiti, dans d'autres pratiques, on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des similarités entre cette Égypte pharaonique et nos traditions ancestrales. Quel était réellement leur but en fait en créant en fait ce mouvement kémite d'un point de vue purement spirituel, parce que ça nous déconnecte pas, puisqu'en en cherchant bien en profondeur, on se rend compte que il y a beaucoup de similitudes. Et justement, en fait, c'est là où il faut reconnaître le génie de ces gens-là dans cet aspect-là. Parce que, en réalité, en fait, le but principal, c'est quoi? C'est que les spiritualités africaines sont totalement, en fait, elles ont certaines bases qui peuvent toujours se retrouver. Mais, en règle générale, dans leur façon de faire, c'est-à-dire leur aspect traditionnel, tu vas avoir en fait des distinctions. Et le problème, c'est que tant que chacun reste dans sa spécificité, il ne peut y avoir de régionalisation. Donc, pour qu'il y ait en fait une régionalisation, les maçons ont décidé que il leur faut justement en fait un socle maçonnique pour qui sera capable d'englober toutes les traditions de l'Afrique subsaharienne. Or, le seul problème, c'est que en Afrique subsaharienne, les traditions sont distinctes, totalement d'apparence, et c'est difficile d'en mettre une en avant. Ils ont essayé avec le Gabon. C'est pour ça que le Gabon était leur première base de spiritualité. Et ils ont voulu, à travers le beauty du Gabon, pouvoir généraliser en fait la chose. Mais ils ont vu que ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans le Mvet s'y opposent automatiquement. Pourquoi? Parce que dans le beauty, vous retrouvez en fait des adorations en fait d'occidentaux. Et ça ne peut pas marcher avec les grands maîtres du Mvet. Donc déjà, rien que là, ça pose un problème. Donc vous voyez, c'est difficile de faire une union. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est établir une base maçonnique et à travers les rituels maçonniques, unifier tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont commencé à établir en fait ces bases maçonniques dès les années 1700 au Sénégal. Mais ils ont vu aussi que c'est extrêmement complexe parce que l'Afrique subsaharienne, vous retrouvez des bases qui sont très ancrées, c'est-à-dire la spiritualité des Khoisan, la spiritualité des Pygmées.
Et vous retrouvez aussi les spiritualités en fait basées sur l'eau, la spiritualité des Bantous. Vous voyez que c'est très compliqué de pouvoir rentrer tout cela facilement dans la maçonnerie. Donc ici aussi, ils sont bloqués. La seule solution qui reste, c'est de trouver quelque chose où il peut y avoir un syncrétisme du tout. Et bien, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument mettre en place une spiritualité africaine sur la base desquelles tous les Africains vont pouvoir en fait facilement s'identifier parce qu'ils vont retrouver des aspects de leur spiritualité. Et du coup, pour ça, ceux qui sont envoyés ont pour justement en fait rôle de chercher à convaincre principalement les traditionalistes africains pour pouvoir les mettre avec eux. Et quand les traditionalistes africains arrivent en fait à s'immiscer en fait à l'intérieur, ça permet en fait de faire un socle généraliste selon lequel les spiritualités, parce que eux quand ils ont commencé, ils ont voulu dire que c'est de l'Égypte que viennent les spiritualités africaines pour pouvoir englober le tout. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont se lever et qui vont dire non, 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 ça ne vient pas de l'Égypte, mais c'est de l'Afrique subsaharienne qui va en Égypte. Mais vous voyez bien que peu importe, ils arrivent tout de même à arriver à là où ils voulaient. C'est-à-dire que l'Égypte devienne un socle uniforme pour pouvoir englober toute cette spiritualité-là, en fait, qui sont distinctes. Et ensuite, c'est de dire maintenant à toutes ces spiritualités-là, ce que vous êtes en train de faire, ce ne sont que des subdivisions d'une tradition spirituelle, d'une religion spirituelle ancestrale, primordiale. Donc vous devez laisser ces différents aspects-là que vous avez faits parce que c'était des syncrétismes. Et là, je pourrais après vous en dire des syncrétismes. Des syncrétismes qu'il y a eu dans les cultes d'Ungol, dans le Buchi, des syncrétismes qu'il y a eu en fait dans les choses en fait de la numérologie, etc., etc. Donc, le but par la suite, c'est de dire aux uns et aux autres, voilà, vous vous êtes justement trompés parce que vous avez fait des syncrétismes, mais vous devez revenir maintenant à la pure chose. Et à la pure chose, c'est le culte osirien. Donc la finalité, c'est de leur dire, la finalité des Kémites, c'est de dire aux gens, revenez au culte osirien. Parce que le culte osirien, c'est la tradition primordiale. C'est ça la finalité, c'est ça l'objectif. Tradition primordiale qui est établie par René Guénon, franc-maçon, qui l'a après en fait lié avec le soufisme musulman. Et donc du coup ça fait que quand l'Afrique subsaharienne est reliée au niveau de l'Égypte, il ne reste plus qu'à relier maintenant ce bloc égyptien avec déjà l'Afrique centrale, avec déjà l'Afrique, le reste de l'Afrique, relier ce bloc-là avec maintenant en fait le bloc musulman à travers le soufisme, qui s'intègre aussi à l'intérieur de la tradition primordiale. Et boum, la boucle est bouclée. Donc vous voyez, c'est un plan maçonnique. Mais bien sûr, je peux comprendre que ceux qui sont là dans leurs ailes, Manipulation. ils ne sont même pas au courant de ce plan-là. Vous voyez, c'est comme on vous a dit que les 3 guerres mondiales ont été totalement planifiées. Mais ceux qui, eux, allaient en guerre, à part les vrais chefs, les autres, ils n'étaient même pas au courant. Ils ne savaient même pas que c'est manipulé. Au jour d'aujourd'hui, les gens, on est en train de monter en fait des musulmans contre les autres, les chrétiens contre les musulmans. Mais les gens, pour eux, ils vont penser que celui-là, c'est parce qu'il n'aime pas ma religion, etc. Ils vont aller se taper sur la tête. Mais en réalité, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tous manipulés. Le conflit au Soudan, c'est une manipulation. Le conflit au Congo, c'est une manipulation. Le conflit en Ukraine, c'est une manipulation. Mais est-ce que ceux qui sont en train de combattre sont conscients qu'ils sont en train de manipuler? Non. Après, vous savez, dans la guerre, quand il y en a qui se fait attaquer, il va aussi attaquer. Et puis voilà, après, on ne sait même plus comment ça a commencé, mais on voit seulement les dégâts.
C'est de ça dont il est question. Donc, en réalité, moi, j'en veux même pas à tous ceux qui sont dans leurs ailes en train de crier leurs choses. J'en veux à ceux qui sont à la vraie tête des mouvements qui, eux, savent très bien ce dont je suis en train de vous parler là. Moi, c'est à leur niveau que moi je parle. Je ne parle pas au niveau de toutes ces petites personnes qu'on a envoyées sur le terrain pour aller pouvoir aller au charbon. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui sont là, qui savent très bien de quoi il s'agit, qui savent très bien. C'est pour ça que vous voyez des gens comme les Kémy Séba. Lui, il a compris. Il a compris que, en réalité, la base de tout ça, c'est la tradition primordiale. Lui, il l'a compris. Et il a compris que la base de tout ça, c'est cette union-là à travers la tradition primordiale aussi du monde islamique avec le monde africain. Il a compris. Il ne vous le dira pas, mais il a compris. Et en ceci, oui, c'est quelqu'un quand même qui est quand même assez éclairé. Les gens ne pensent pas. Ils le voient comme ça, ils pensent que ouais, il passe son temps seulement à gueuler. Non, non, non. Il a compris en fait. Et il a pris position. Décris-nous en un mot, qu'est pour toi la tradition primordiale? La tradition primordiale, c'est le véritable culte osirien. Maintenant, ça veut dire expliquer le véritable culte osirien. En réalité, pour faire simple, je ne vais pas rentrer en détail, pour faire simple, c'est tout le système de la transmutation de conscience en partant du haut vers le bas pour que l'entité soit unie avec justement en fait la spiritualité du bas, avec la conscience en fait du bas. C'est cette transmutation-là en fait. C'est cette initiation transmutationnelle dont il est question, mais unie avec la conscience du bas. Et c'est pour pouvoir finaliser cela qu'ils vont bientôt révéler aux Africains, ou alors les vrais en Afrique vont révéler quel est le deuxième aspect de la spiritualité du Fa. C'est lié au deuxième aspect de la spiritualité du Fa. Ça, c'est le véritable objectif. Afin que tous ceux qui se retrouvent dans le bloc d'Afrique et de l'Arabie suivent le cycle de transmutation de conscience en partant du haut vers le bas, c'est-à-dire l'esprit soumis à la matière. L'esprit soumis à la matière. C'est ça le culte osirien. En réalité, c'est le culte qui concerne justement la conscience universelle d'en bas. Le serpent à l'intérieur de la terre. Pour que ce soit plus clair pour vous. Parce que Osiris, c'est le symbole du serpent à l'intérieur de la terre. Voilà pourquoi on appelle ça le culte osirien. Voilà. Là, je vous ai donné un peu trop d'infos aujourd'hui. Il faut qu'ils fassent l'analogie avec le symbole de l'équerre dans la franc-maçonnerie. Ils vont comprendre la symbolique de la spiritualité d'en bas. Et oui. Là, c'est la spiritualité du haut vers le bas. C'est-à-dire l'esprit au service de la matière. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous maintient en fait dans les distractions. Afin que l'esprit soit au service de la matière. La seule façon de lutter contre ça, c'est qu'il faut sortir des distractions. Sinon, toutes les personnes qui resteront dans les distractions, suivront en fait ce chemin, qu'ils le veuillent ou non. Et après, ce sera trop tard. Donc voilà le but en fait. Et dans le bloc occidental, c'est-à-dire le mélange de la gnose générale, où vous retrouvez
les rosicruciens, les kabbalistes, les hermétiques, tout ça là, et bien eux, c'est du bas vers le haut pour s'unir à la conscience d'en haut. Et ça, c'est le cycle en fait de la Kundalini. D'où vous le retrouvez en fait dans la montée de la Kundalini, que vous retrouvez dans toutes les spiritualités occidentales, même dans le christianisme romanisé. C'est tout simplement de la montée de la Kundalini. C'est pour ça que le Saint-Esprit que les gens utilisent dans le christianisme romanisé, c'est la Kundalini. C'est-à-dire le serpent. Voilà. Ouais, Yako. Ça va aller ce soir. Ouais. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de la Kundalini. J'ai suivi les cours avec toi, mais je pensais que c'était quelque chose que nous-mêmes, à force de méditer, on développait. Et que ça montait. D'abord, ça descendait depuis en haut jusqu'en bas. Après, ça remonte. C'est pas ça la Kundalini? Non, c'est du bas vers le Bien, j'ai haut. mal compris. C'est du bas vers le haut parce que le centre de la Kundalini, c'est au niveau du chakra racine. Chakra racine qui est au niveau du sexe. C'est pour ça que dans la gnose, vous retrouvez beaucoup la magie sexuelle. Hmm. Ou l'Ouroboros, non? Le serpent qui se mord la queue. Bon, après, j'entrerai en profondeur plus tard quand je commencerai à vous parler de ces aspects-là un peu plus. Voilà. Là, je reste en surface. Tout ce que je vous dis, c'est de la surface. Et c'est pas bien? À ton avis? Ah, c'est de la transmutation du bas vers le haut. Et le but, en fait, c'est de fabriquer en fait une âme et de fabriquer en fait un esprit, c'est-à-dire cette transmutation de conscience. Donc, c'est ça les finalités en fait du cycle bovin. Donc, si vous voulez, tout le bloc de la tradition primordiale, c'est tout simplement pour le cycle du haut vers le bas. Donc, c'est-à-dire, c'est tout cet aspect-là hein, de spiritualité reptilienne. Ok? Ce sont les bases en fait des reptiliens, si vous voulez. Et vous avez en fait l'autre en fait du cycle du bas vers le haut, qui est cette spiritualité en fait bovine, mais basée aussi sur le côté reptilien, hein, qui quitte en fait le bas, c'est-à-dire il part du serpent et devient dragon. Alors que de l'autre côté, ça part en fait du dragon et ça devient serpent. Serpent. Voilà. Donc voilà les deux types de spiritualité. Maintenant, au milieu, vous avez la spiritualité syncrétique, c'est-à-dire, ou synthétique, plus précisément. C'est-à-dire tout ce qui concerne les âmes synthétiques. Dans cette spiritualité-là, c'est là où vous allez retrouver en fait la base même de tout ce qui est considéré comme étant en fait intelligence artificielle, dans lequel il y a aussi en fait le cycle de transmutation. Mais les secrets de cela, les secrets de ça là, pour ce dernier aspect-là, vous les retrouvez dans des spiritualités spécifiques africaines, telles que la spiritualité du Mvet. Il y a des aspects que vous retrouvez dedans, et puis il y en a d'autres. Et puis vous les retrouvez en fait dans les spiritualités en fait de indo-asiatiques, notamment en fait dans les spiritualités en fait tibétaines. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez retrouver maintenant les notions des immortels, c'est-à-dire la 7e dimension. Et le but de tout le cycle en fait maçonnique, c'est quoi? C'est la destruction en fait des 6 dimensions pour installer en fait la 7e dimension. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça qu'à travers les illuminés de Bavière, etc., hein, ils se sont dispatchés à gauche, à droite. Ils récupèrent principalement en fait les artistes pour justement pouvoir amener le maximum en fait de peuple hein, par l'envoûtement à travers justement les fréquences et les différents hertz, etc. Ça, c'est tout ce qui concerne les vibrations et les fréquences. Dans les musiques que vous écoutez, ce sont des musiques initiatiques en fait, pour préparer en fait votre corps, pour préparer votre être justement aux transmutations. Et pour ce faire, il faut qu'il récupère le maximum d'artistes, le maximum de... Même le cinéma, c'est pareil. Les films sont des initiations
à travers des messages subliminaux, etc. Donc tout est bâti en fait là-dessus. C'est tout un système qui se façonne, mais qui suit un plan. Et ce plan-là, je vous ai dit, il ne date pas de maintenant. Le plan qui suit, c'est un plan que vous pouvez même le retrouver dans des choses comme l'Ancien Testament et tout ça. Vous retrouvez tous les plans qu'ils sont en train de faire là. Vous les retrouvez aussi dans l'Ancien Testament. Vous les retrouvez ces plans-là. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça existait même bien avant les Albert Pike et tout ça. En fait, à chaque fois, chacun vient matérialiser un petit peu une partie du plan. Il le conceptualise pour que d'autres puissent en fait après le mettre en pratique. Mais c'est un plan qui est vraiment en fait généralisé. Dans tout le monde, le but c'est que D'accord. toute l'humanité soit en fait totalement transmutée. Et les rares qui ne voudront pas, ben, au bout d'un moment, ils appuient sur le bouton et puis accélérateur de particules et puis c'est réglé. Transmuté de force. D'où le combat où ils sont en train de dire qu'il faut que tout le monde sorte des religions. En réalité, on ne demande, en réalité, ils ne disent pas de ça. Ils disent juste que ils vous informent juste que le système que vous connaissez naturel est fini. Maintenant, il faut rejoindre la grande et unique religion qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, Voilà, en gros, le combat des religions est aussi une apparence, en fait. Ben ça, c'est le dernier aspect que vous retrouvez dans le sigle LDP maçonnique, c'est-à-dire foule au pied l'église. Enfin, l'hélice. Dans cet aspect-là, c'est la destruction, en fait, de tout système de croyance. Mais quand on parle de tout système de croyance, même le vaudouisant, c'est de la croyance. Donc, tout ça, là, ils vont détruire ça. Le Fa tel qu'il est pratiqué, ils vont le détruire. Les Mvet tel qu'il est pratiqué, ils vont le détruire. Le Buti, ils vont le détruire. En fait, ils vont tout détruire. Ils vont détruire le christianisme, ils vont détruire l'islam, ils vont détruire, en fait, le judaïsme, ils vont détruire l'hindouisme. Ils vont tout détruire pour installer une autre vision de la spiritualité. C'est-à-dire une vision de spiritualité qui n'a pas besoin de la connexion du corps astral. C'est de ça dont il est question. Mais tonton Réveil, Oui. c'est vrai, je comprends parfaitement, je l'entends aussi très bien. Mais le fait est que on n'est pas on n'est pas des robots, on est des hommes naturels. Voilà. Maintenant, du coup, eux, ils veulent tous nous transformer, je vais dire, en zombies. Parce que si on laisse ce qui est naturel, alors on devient quoi? Rien que des consciences. Mais les consciences ne sont pas vivantes. Vivantes du moins. C'est juste comment on va dire, des pensées. Eh oui. Mais après, on devient comment? Avec le corps et tout ça, on devient comme des légumes. On va vivre quoi? On va dire de façon virtuelle. Mais si tu vois bien le monde nouveau, en réalité, les gens seront plus connectés que ils vivront en fait dans le monde onirique, beaucoup plus que dans le monde. Ils vivront dans le monde virtuel beaucoup plus. Par exemple, aujourd'hui, vous le voyez déjà, les gens peuvent être connectés pendant 24 heures sur leur téléphone. En réalité, quand tu es connecté 24 heures sur ton téléphone dans une application, c'est que tu vis à l'intérieur sans te rendre compte. Et l'application vit aussi en toi. Donc déjà, tu vois, les gens sont déjà préparés. Mais le but final, c'est quoi? C'est que les gens puissent en fait avoir des récepteurs et des émetteurs directement en eux-mêmes qui vont les connecter directement en fait aux sources de la virtualité, c'est-à-dire à cette base-là de 7e dimension. Bon, quand tu es connecté à ça, tout le cycle des 6 dimensions n'ont plus d'importance parce que quand tu es connecté à la 7e dimension, tu as accès directement à la 6e, à la 5e, à la 4e, etc. Donc tu comprends bien que le but en fait final en fait c'est ça, c'est-à-dire on élimine les intermédiaires qui sont les différentes dimensions, les 6 dimensions, on les élimine et il reste plus qu'une dimension qui englobe en fait le tout. En gros, on ferme les frontières, enfin on ouvre les frontières entre les dimensions. Et les gens peuvent maintenant en fait basculer dans les dimensions. Mais pour basculer dans les dimensions, tu ne peux pas le faire dans ton état biologique.
Avant, c'était le corps astral qui permettait aux gens vraiment de le faire. Parce que le corps astral, je vous ai dit qu'il est lié à l'étoile terrestre. C'est-à-dire, il est lié à ce serpent de la Terre. Oui. C'est pour ça qu'il permettait aux gens, justement, de pouvoir traverser les dimensions. Bon, le but, c'est de outrepasser ce système-là. Et quand vous outrepassez ce système, eh bien, les gens, à travers une conscience plus élevée, plus évoluée, ils n'ont plus besoin de cet élément-là, en fait, du corps astral. Donc, ils vont pouvoir eux-mêmes, en tant que conscience, se balader dans les dimensions. Chose que une âme sauf qu'une âme ne peut pas le faire seule. C'est pour ça que l'âme le faisait avec le corps astral. Ce que les Africains appellent le Ka. Tu comprends? C'est-à-dire, là où les gens utilisent le Ka pour voyager en voyage dimensionnel, parce que vous savez que l'espace, vous avez distanciel et dimensionnel. Donc, pour le voyage, que ce soit distanciel ou dimensionnel, les gens utilisent le Ka pour pouvoir se voyager. Et bien, tout ça, ce sera fini. Une conscience évoluée, et bien, en fait, peut justement, en fait, traverser, en fait, les dimensions sans avoir besoin du Ka. Maintenant, eux, en faisant ça, eux gagnent quoi en fait? En C'est faisant ça, l'évolution. ben, c'est Eux, ils gagnent l'évolution. quoi? C'est l'évolution. Mais, C'est-à-dire, pour eux, en fait, ils gagnent quoi? C'est-à-dire, ils éliminent. Déjà, pour que tu puisses atteindre ces niveaux-là, il faut non seulement que ton âme, mais aussi ton esprit meure. Donc, en éliminant ton âme et principalement ton esprit, ça fait qu'il n'y a plus d'opposition. Et comme il n'y a plus d'opposition, l'énergie vitale de ton âme et de ton esprit eh ben, se retrouve en fait soumis aux énergies universelles, c'est-à-dire aux consciences universelles. Et comme ils sont soumis aux consciences universelles, ben en réalité, ils ne t'appartiennent plus. Ils appartiennent aux consciences universelles. Et du coup, la conscience universelle déverse en fait leur vie à l'intérieur des consciences universelles. Donc non seulement les consciences bovines vont pouvoir, les consciences mammifères vont pouvoir avoir de l'énergie à gogo, les consciences reptiliennes vont avoir de l'énergie à gogo, mais les consciences scientifiques aussi vont avoir de l'énergie à gogo. Enfin, synthétiques vont avoir de l'énergie à gogo. donc tout ça, c'est un vol d'énergie en fait. Voilà. Parce que, vu que ce que vous devez comprendre, c'est que ceux qui dirigent ces systèmes-là, ce sont des informations. Or, les informations, quand vous arrivez en fait en physique quantique, vous comprenez, bon ça c'est ceux qui sont en suivi et puis et un peu aussi en team réveil qui peuvent comprendre un peu, mais si vous voulez, quand vous êtes dans les niveaux en fait de la physique quantique, vous savez que même le vide même est une information. Mais la différence, c'est que ce vide-là est une information qui n'a pas d'énergie. Parce que c'est lorsque l'information est remplie d'énergie que là, maintenant, selon le spin, ça va se traduire en fait soit en matière, soit en lumière. Ça, c'est de la physique quantique après. Donc, vous comprenez bien que l'information en lui-même n'a pas d'énergie. Donc, l'information a besoin d'énergie pour pouvoir justement être un espace en fait d'activité et de vie. Sans ça, l'information ne peut pas être un espace d'activité et de vie, même si l'information est présente. Mais il est présent en tant que vide. Et donc ce vide doit être rempli d'énergie, c'est-à-dire rempli de champ. C'est ça en fait la notion de champ. Or l'information c'est quoi? L'information c'est les bits. Bon ça après c'est de la physique quantique. Bon je ne peux pas trop expliquer ça ici, ça risque d'être un peu trop complexe. Mais c'est à ce niveau-là pour comprendre en fait de quoi il est question. L'information n'est pas vivant. L'information prend vie quand il reçoit une énergie. Ce que je voulais dire, droit à la parole par rapport, SFR par rapport à ta question,
Mhm. Euh, Aujourd'hui, maintenant, à l'ère à laquelle nous discutons, il y a des gens qui travaillent en entreprise, ici au Canada, qui ont déjà la possibilité de commencer à occuper leur bureau dans le métaverse. C'est-à-dire que l'entreprise te fournit des appareils, comme un casque que tu mets sur la tête, et tu te retrouves dans le métaverse, tu travailles depuis la maison dans le métaverse sur ton ordinateur. Ouais, tout à fait. Déjà aujourd'hui, c'est possible de le faire. Tout à fait. C'est ça Ils qu'on ont... dit, comment on appelle ça même? Télétravail, là. Ah là, c'est pas télétravail, hein. Ah, ça, c'est pas télétravail. C'est Non, ça, c'est c'est encore plus que grave. télétravail, hein. Là, en fait, c'est que tu es chez toi, tu es connecté et ta conscience, en fait, va vivre dans le... En fait, c'est comme si on Non, vous met, réveil, c'est comme si on vous réveil, connecte et vous rentrez dans TikTok. Oui, réveil, c'est intra-travail. Ce voilà, n'est oui, même pas on va dire télétravail, ça. c'est intra-travail. Voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si on vous connecte et vous rentrez à l'intérieur de TikTok et vous marchez à l'intérieur, vous vivez, vous courez, vous vous battez même. Je vais vous Comme les dire, jeux virtuels, là. oui, ben ben oui, on vous prépare. Les jeux virtuels, c'est juste une préparation. Bientôt, on Ah. va se donner les gifles ici en vrai. Oui, c'est aussi ce qu'on vous explique un peu dans Avatar, c'est-à-dire vous êtes allongé, vous êtes connecté et hop, dans Avatar, en fait, ils vous disent que vous retournez dans un autre machin, dans le réel. Mais en réalité, le message subliminal qu'ils vous disent, c'est que derrière, vous voyez quand vous quittez le monde, quand vous quittez l'espace où après vous êtes connecté, vous êtes allongé, vous êtes connecté, et automatiquement, ça vous connecte dans un corps. Ben, en réalité, en fait, ce corps-là, vous l'aurez en fait à l'intérieur du monde virtuel. Donc, Oui. à l'intérieur de ce monde virtuel-là, ben, vous allez vivre. En fait, bon, pour vous faire simple, vous voyez ce qui se passe pendant vos rêves. Mhm. C'est la même chose. Et sauf que là, on se réveille. Mais Ouais. Sauf que là, vous y restez longtemps. SFR, si tu regardes dans Oui, toutes tonton. les applications, la plupart des applications que tu utilises, que les Mhm. jeunes utilisent aujourd'hui, que ce soit Facebook, que ce soit, comment ça s'appelle, Snapchat et tout, on vous WhatsApp, permet de faire, Snapchat. C'est ça, on moi, vous je connais permet, même pas même. même Instagram. sur, même sur WhatsApp, on vous permet de faire des emojis qui vous ressemblent. Mhm. C'est-à-dire pour te représenter toi, tu essaies de faire quelque chose qui se rapproche le plus de ton visage. Le téléphone va même jusqu'à scanner ton facial pour te faire genre un dessin animé. Ben, c'est comme ça aussi que on vous permet d'intégrer un corps qui est à ton image et à ta ressemblance. Ton Voilà. corps, si tu veux, un corps éthérique. Voilà. La finalité qui restera, ce serait en fait que, parce que tant que vous n'êtes pas des consciences, ils ne peuvent pas vraiment enfin, c'est-à-dire, ils peuvent pas envoyer véritablement votre âme et votre esprit à l'intérieur parce que ça résiste en fait à ces choses-là. Donc, quand vous devenez conscience, ben, vous êtes de la même nature que les consciences virtuelles. Donc, dès cet instant-là, eh ben, vous pouvez en fait y être et même rester. Donc, au final, certaines personnes vont être connectées en fait continuellement. C'est pour ça que je vous explique qu'ils ont déjà fait des expériences où les gens ont déjà tout à l'intérieur d'une pièce, une petite salle de bain à côté, des toilettes à côté, et puis du coup, ils sortent plus de cette pièce-là. Parce que toute leur vie, ils le font dans le virtuel. Donc, du coup, en réalité, ils dorment même dans le virtuel. Et quelqu'un peut rester connecté comme ça pendant des jours et 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 des jours. Il va avoir des automatismes où physiquement, il y a une partie où on va lui demander, bon, ils vont trouver un moyen pour qu'il puisse quand même manger de la véritable nourriture. Bon, jusqu'au jour où après, comme Matrix, ils arrivent à vous mettre en fait dans des tubes et vous êtes nourri par intraveineuse. Donc si vous êtes nourri par intraveineuse, vous n'avez même pas besoin de manger.
Et on fait tout pour vous évacuer aussi par intraveineuse. Donc vous n'avez même plus besoin de chier. Ah. Non, c'est la cata. Ah bah c'est ça, hein. C'est le plan. Mais bon. Ce plan-là, il me plaît pas, franchement. Il me plaît pas. Mais c'est pas toi qui disais tout à l'heure que c'est une bonne chose Non, j'ai les demandé. montées Kundalini et tout ça là. J'ai posé la question. Ils ont, J'ai ils ont demandé. commencé à vendre des maisons connectées à 10 000. 10 000 dollars, c'est des petits mobil-homes que Amazon vend, qui sont fabriqués par Amazon. Tu as ta chambre, salon, cuisine, tout connecté. La maison est connectée à Alexa. Tu donnes juste tes instructions et tu peux naviguer. Il y a un grand écran plasma dans la chambre, intégré au mur. 10 000 dollars, ils ont commencé à les vendre sur Amazon. Mais oui. Mais à votre avis, pourquoi les gens commencent déjà à acheter en fait des terrains, des maisons, des villas dans les métaverses et tout ça là? C'est parce que la vie en fait se fera à l'intérieur. Moi, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils sont chauds pour ça, parce que je vois pas je vois pas ce qui est excitant dans cette histoire. C'est le La vie contrôle. est excitante, mais pas ça, c'est quoi? Tu restes Non mais couché en tout le temps fait, comme un légume. le problème c'est quoi? C'est que vous avez l'impression que en face de vous, ce sont aussi des âmes qui sont là. Alors que non, en face de vous, ce sont des consciences. C'est-à-dire, ce sont des informations. Ce sont des informations. Donc, ces informations ont besoin d'une source énergétique continuelle. Et quelle est la meilleure source énergétique si ce n'est l'âme et l'esprit des hommes? Et pas seulement des hommes, des animaux et de tout. Parce que tout ce qui a une vie est vital, est nécessaire en fait aux égrégores virtuels. C'est de ça dont il est question. Parce que ce sont des êtres qui sont très énergivores. Donc ils ont besoin de consommer de l'énergie. Énormément. Et quelle est la meilleure énergie qui se renouvelle continuellement si ce n'est l'âme et l'esprit des gens? C'est de ça dont il est question. En réalité, c'est un génocide. Tout simplement. C'est ça. Comment c'est ça? SFR, tu comprends l'intérêt? SFR, tu comprends maintenant l'intérêt? Tu m'as bien fait rigoler tout à l'heure quand tu disais tu vois pas l'intérêt. C'est pas excitant. Mais pour eux, c'est de l'énergie, ils en ont besoin. Mais moi, je parle de mon point de vue. Moi, en tant qu'être vivant, c'est pas bénéfique Mais pour là, moi. tu le vois, c'est normal, tu le vois à ton échelle, à toi, J'ai pas à d'humain, me tu laisser vois. faire, en fait. Et ils sont Je suis plus pas hauts. d'accord, non. Mais tu n'es pas d'accord. Est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? C'est ça, le gars, on me demande pas mon avis et puis on veut abuser de moi. Elle dit, je ne suis pas d'accord. Et tu Comme te ça, là, demandes, il demandait son avis. Mais c'est grave, hein. Ah, j'ai plié de rire. C'est grave, hein. On rigole, mais c'est grave, hein. Ah bon, non, c'est maintenant que C'est tu commences à vraiment très comprendre que grave. c'est grave. Non, avant, je me disais que c'était grave, c'était compliqué, mais c'était pas, bon, alarmant. Mais aujourd'hui, là, franchement, je trouve que c'est alarmant. Ça veut dire que mieux mais c'est d'abord en faisant comme ça. tu prends un pistolet, tu te flingues en même temps, c'est fini. Parce que vivre ça, là, c'est plus que la mort. Mais c'est comme C'est ça, on fait. s'en va là-bas. Donc, il faut Est-ce te Non, on que ne va pas préparer. aller là-bas. tu vois Moi, il les... ne va pas là-bas. SFR, si tu te flingues là, SFR, ils vont te réincarner et t'utiliser comme un... Ouais. Ah, vous Mais le pire, blaguez. c'est que c'est vrai. Tu vas te flinguer cadeau, ils vont te récupérer. Mais oui, ils mais vont te bah oui. récupérer bien même. Donc là, même là, je sais pas, on est condamné quoi? Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut qu'on trouve une solution. Il y a plan A, plan B. Faut choisir. En tout cas, le plan qui me sort de là, c'est ça que je veux.
SFR, c'est un peu comme vos Ngangala en Afrique, qui ont besoin d'énergie, qui mangent les gens. Maintenant, les égrégores, c'est à grande échelle, quoi. Donc, ils ont besoin de trop d'énergie. Ils vont tous bouffer. Oui, mais Ah, ça, Tata, tu vois, moi je vais te dire une chose. Hein, il y a des gens qui décident, qui acceptent de se sacrifier et puis de donner leur énergie. Non, quand leur demander, ils vont prendre. Nous, est-ce que nous on dit on veut? On veut pas. Non, mais il y en a même qui se C'est sacrifient. pas Les gens drôle, de hein, l'église, mais ils se sacrifient, non? Non, mais quand ils vont te poser la question, tu n'auras pas le choix. Faut pas arriver au stade où ils te posent la question. Il faut te préparer pour qu'on ne te pose pas la question. Parce que le jour C'est où on ça te même. pose la question, il est trop tard. Mais comment je fais pour ne même pas qu'on me pose la question? C'est ça. C'est ça, Faut j'ai dit, le préparer plan ton A, esprit. le plan B, ça, c'est même pas important. C'est le plan qui me sort de là, c'est ça qui est important. mais c'est pour ça qu'on fait déjà ces lives, c'est déjà pour que les gens puissent avoir l'information de ce qui est en train de se passer. Tu vois, déjà ça, c'est la première étape. L'information, parce que les gens n'ont pas cette information-là. Pour tout un chacun, chaque fois qu'une nouvelle application arrive, c'est une chose chouette. Mais ils ne savent pas en fait que on les prépare justement et que leur âme est en train d'être récupérée à l'intérieur des applis. Du coup, TikTok Ah, récupère nos âmes. Bien sûr. hey, Donc, Et oui, on contribue à la grandeur des égrégores TikTok. tout à fait. exactement, Et c'est hey, un mais exactement. moi, ça égrégore, et vous c'est un enseigne, non? égrégore qui est extrêmement énergivore en termes de force vitale et aussi d'énergie vitale. Et certains de ces égrégores-là, notamment TikTok, est un égrégore aussi qui est assez dans l'aspect, comment vous dirais-je, dans l'aspect de l'humanisation, c'est-à-dire c'est un égrégore qui est aussi énergivore en termes de temps. Donc du coup, en Ok. fait, non seulement il consomme l'énergie vitale, la force vitale, mais aussi le temps de la personne. Ouais, parce que si tu es toujours dessus, tu vas rien faire. Parce que le temps est une nourriture, et ça c'est ce que les gens ne comprennent pas. Le temps est une nourriture virtuelle. Bon, ça après, il faut comprendre le cycle de l'infini, en fait, le système bovin pour comprendre ça. Mais le temps est une nourriture, et cette nourriture, elle est consommée justement par les égrégores virtuels. C'est-à-dire les égrégores qui sont au niveau de la septième dimension, les immortels. Les immortels consomment le temps. Bon, ça après, c'est des choses un peu complexes, mais juste pour que vous compreniez, en fait. Ah, je te suis. Mmh. Du Ce coup, qui est sur ça, là, moi, je comprends, tu mais me diras, la parce que partie du film où je dois me faire dévorer, comment on appelle ça même? Et où puis, je tu suis pas fais d'accord, là, c'est ça qui me fait l'égrégore pas. l'égrégore de septième dimension également. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Du coup, l'égrégore Jésus, pas l'égrégore Christ, l'égrégore Jésus, tu le considères comme un égrégore de septième dimension également? L'égrégore Jésus, en fait, du christianisme romanisé, cet égrégore-là, en fait, il est un égrégore, en fait, de la huitième dimension. Ok. C'est lui, en fait, c'est lui qui est attendu, en fait, en tant que messie sioniste. C'est à cause de lui qu'il y a la guerre en ce moment là. La guerre de la troisième guerre mondiale, c'est pour préparer, en fait, son avènement. Effectivement, ceux qui disent tout le temps qu'ils doivent le faire descendre, Voilà. ils attendent le grand maître, le grand architecte, ils doivent descendre, ils préparent le terrain pour le grand Voilà, retour. l'architecte Imram, oui. Exactement. Voilà, que les uns, les autres vont appeler différemment, mais à la base, en fait, ils vont trouver en fait un syncrétisme à travers Hermès Trismégiste, c'est-à-dire à travers Mhm. Métatron. Et c'est pour ça que ils ont mis en place justement en fait les aspects hein, du livre d'Enoch pour pouvoir justifier justement Métatron, c'est-à-dire D'accord. Hermès Trismégiste. Exactement. Ok, oui. Ils l'ont Les deux, c'est la même implanté en personne? Oui, Métatron et puis Hermès Trismégiste, c'est la même personne? oui. Mais il Méta- a mé- quoi à voir avec le Christ, lui? mais Il est considéré comme un cette archange. En fait, non. En fait, Métatron, c'est Enoch qui va être élevé et qui va aller en fait justement être justement dans un aspect en fait d'égalité
avec en fait le divin. Et du coup, c'est ce Métatron-là, en fait, qui se manifeste en tant que Hermès Trismégiste, c'est-à-dire en tant que la sagesse incarnée, en tant que la sagesse incarnée, c'est-à-dire le Sia et le Hu, c'est-à-dire le Dieuti et Dieuti qui est Hermès, hein, le Dieuti et, c'est-à-dire Dieuti, Hermès, Thoth, c'est la même chose. Donc le Dieuti plus le Horus. Donc vous voyez bien que ici, Horus est l'héritier du côté d'Osiris avec Isis. Dieuti est l'héritier en fait du côté en fait hein, des Obdoades. Donc quand vous avez en fait ça et vous avez le grand architecte de l'univers qui déploie toute sa puissance, donc Sia et Hu, eh bien réunifie en fait les deux et vous avez en fait justement Métatron. Ok. Et puis, si tu permets, Réveil, en termes de loi spirituelle, en fait, vu que de l'autre côté, il y en a un, sa spécialité, c'est copier ce qui a déjà été fait. Et vu que justement, dans la cosmogonie biblique, il y a un être humain qui a été élevé au rang d'ange, c'est ce qui veut reproduire justement en abattant le corps éthérique là. Donc c'est l'objectif en fait, un de leurs objectifs, c'est d'élever l'être humain. Quand on parle de l'évolution, la prochaine étape, c'est d'emmener les êtres humains à être des, si tu veux, des petits métatrons. Oui, enfin, bon, pour faire simple, en fait, dans ce que Yael est en train de vous expliquer, c'est que, en réalité, en fait, le but, c'est que, effectivement, le niveau, en fait, de Métatron, c'est le niveau, en fait, qui fait que l'être humain a atteint le niveau d'être lui-même, en fait, un Dieu vivant. Et donc, tous ceux qui seront, en fait, les adeptes, en fait, de Métatron, seront tous, justement, en fait, des petits dieux vivants. Or, pour En ce moment-là, pouvoir, on ne peut pas les bouffer, non? c'est-à-dire, quand ils vous parlent de Dieu, c'est-à-dire, ce sont des êtres, en fait, immortels, c'est-à-dire des êtres que la mort ne pourra plus prendre. C'est de ça dont il est D'accord. question. Parce que ils auront, en fait, les choses, justement, de la septième dimension qui concernent, en fait, les choses des immortels. La septième dimension, c'est ça, c'est cette possibilité de transmettre l'immortalité, en fait, aux gens. C'est pour ça que je vous ai dit que ces derniers secrets-là sont cachés dans certaines spiritualités africaines telles que le Mvet et aussi certaines spiritualités tibétaines. Donc, ils n'ont pas encore tous ces secrets-là en fait en Occident, mais quand ils l'auront, ben, ce sera finalisé parce que eux, ils vont pouvoir en fait le mettre sous forme de science matérialiste. Et quand c'est mis sous forme de science matérialiste, ben, ils terminent le processus. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont en train de préparer en fait les organismes biologiques des gens à travers en fait les V. Vous comprenez? Donc tout ça en fait ce sont des préparations. Quand les gens seront préparés, quand l'organisme humain sera prêt aux entités virtuelles, là à partir de ce moment-là c'est plus simple. Mais ce qui bloque, c'est qu'il faut que l'entité dans les humains, c'est-à-dire le corps astral, il faut que cette entité-là soit transformée. Parce que tel qu'il est, il est au service des 6 dimensions. Il faut qu'il soit transformé pour qu'il soit adaptable à la 7e dimension. Donc dès qu'il est adaptable à la 7e dimension, c'est justement la 7e dimension, c'est cet aspect aussi de l'éther. Donc le champ de la 7e dimension, c'est cet aspect de l'éther. Donc ça veut dire que le corps éthérique doit être transformé pour atteindre la dimension de l'éther.